Viviane, en effet, s'approchait. Une Viviane presque irréelle, tant elle semblait amaigrie et tassée sur elle-même. Les joues creuses, le teint blafard, le visage ridé, les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, elle était en tout point pareille à l'image que l'on pouvait se faire de la vieille femme la mort. C'est pourtant avec une joie sans mélange que Morgause serra sa sœur dans ses bras après s'être respectueusement inclinée devant elle. « Comme il est doux de vous revoir après tant d'années », murmura Viviane en retour. « Vous semblez toujours aussi jeune, Morgause, et aussi belle. Vos dents sont plus blanches et votre chevelure plus éclatante que jamais. Pour moi, je n'ose même plus compter les jours. Voici Kevin, le harpiste. Vous avez dû le voir lors du mariage d'Arthur. Il remplace notre vieux Merlin, dans les hautes fonctions, de messager des dieux. » Difforme et courbé comme il l'était, le barde ressemblait à un chêne plusieurs fois centenaire. « Bienvenue à vous, seigneur Kevin », s'exclama courtoisement Morgause. « Mais que devient notre cher Merlin? Est-il toujours des nôtres sur cette terre? » « Oui, grâce aux dieux, mais il se fait très vieux et n'a pu hélas entreprendre une aussi longue route que celle qui nous a menés jusqu'à vous, » répondit Viviane en se tournant vers la jeune fille qui venait de se joindre à eux. « Morgause, je vous présente Niniane. C'est une fille de Merlin, une enfant des bosquets et des chênes. Elle est donc aussi votre demi-sœur. » Morgause, qui ne s'attendait pas à cette brusque révélation, accusa un bref instant de désarroi. La jeune fille avait des yeux pervenches, qu'ombrageaient de longs cils de soie, et d'admirables cheveux or et cuivre que séparaient, au milieu du front, le petit croissant bleu des prêtresses d'Avalon. « Maintenant que je suis si vieille, » expliqua Viviane, « Niniane m'accompagne dans tous mes voyages. Elle est aujourd'hui la seule avec moi, sur l'île d'Avalon, à avoir dans ses veines le vieux sang royal. »« Soyez tous les bienvenus sous mon toit, » répondit Morgause, de nouveau parfaitement maîtresse d'elle-même. « Voici mon fils, Agravin, qui règne en l'absence de son frère, Gauvin, actuellement à la cour du roi Arthur, et mon fils adoptif, Gwydion. » Le jeune homme courba respectueusement la tête devant les deux prêtresses, puis devant Kevin, mais sans prononcer la moindre parole. « Quel bel enfant !» déclara amicalement le barde, avant d'ajouter d'une voix pensive. « Ainsi, voici le fils de Morgane. » « Oui, » coupa Morgause vivement, visiblement désireuse de ne pas laisser le barde s'attarder trop longtemps dans ses réflexions. « Mais, à propos de Morgane, se trouve-t-elle de nouveau à Avalon ? » « Non, elle séjourne à la cour d'Arthur, » intervint la vieille prêtresse d'un ton navré. « Morgane a une œuvre à accomplir dans le monde extérieur. Elle reviendra plus tard sur l'île sacrée. En temps utile, une place l'y attend. » « Est-ce bien de ma mère que vous parlez ?» demanda Gwydion d'un ton faussement indifférent. « Pourquoi, mon enfant, me posez-vous une question dont vous connaissez parfaitement la réponse ?» répliqua sèchement la dame du lac. « Prenez garde, Gwydion, de ne pas braver les forces inestimables qui vous ont été confiées. Ne cherchez pas davantage à me tromper, car je vous connais mieux que vous ne le pensez. »« Venez tous, faites-nous l'honneur d'entrer sous notre toit, » proposa Morgause pour faire diversion. « Tout est prêt pour vous recevoir. » Conduisant avec prévenance Viviane vers le siège qui était habituellement le sien, Morgause plaça le barde à côté d'elle. Mais lorsqu'elle se retourna pour prier la jeune Niniane de s'asseoir à son tour, elle constata, non sans amusement, que Gwydion l'avait déjà prise par la main et la guidait courtoisement vers sa place. Contrairement à ses récentes déductions, le jeune homme se montrait-il déjà sensible au charme des blondes jeunes filles ? L'attablé attaqua joyeusement le repas. Le poisson était cuit à point et sa chair succulente, se détachant à merveille des arêtes, répandait au-dessus de la table des effluves de landes sauvages. On passa ensuite au gâteau au miel, croustillant à souhait, généreusement arrosé d'une cervoise pétillante, puis on fit également un sort au pain tout frais, au lait, au beurre et au fromage de brebis, apportés à profusion sur la table. Viviane, à son habitude, touchait elle à peine au plat, mais ne cessait de féliciter Morgause sur la parfaite ordonnance de sa réception. « Vous avez là une table vraiment royale, et je n'aurais pas été mieux accueillie à Camelot.
vous avez d'autant plus de mérite que vous n'étiez même pas prévenu de mon arrivée. »« Avez-vous été à Camelot dernièrement ?» interrogea Morgause, sans prendre garde à l'allusion contenue dans les paroles de sa sœur. « Non, » répondit Viviane, dont le visage s'était rembruni. « Mais je m'y rendrai sous peu, à l'occasion de ce qu'Arthur appelle désormais sa cour plénière de Pentecôte, comme s'il était lui-même le supérieur d'un couvent. »« J'ai été moi-même à Camelot, » intervint le barde, « et j'ai vu vos fils, madame. Gauvin portait au visage une légère blessure, reçue à la bataille de Montbadon, mais elle se guérissait parfaitement. Il la dissimulait d'ailleurs sous une barbe semblable à celle des Saxons. Peut-être va-t-il lancer une nouvelle mode à la cour d'Arthur. En revanche, je n'ai pas vu Gaëris. Il était parti sur les terres du Sud pour inspecter les fortifications installées le long de la côte. Quant à Gareth, il sera fait chevalier et compagnon d'Arthur lors des grandes fêtes de la Pentecôte. Il s'affirme chaque jour l'un des plus sûrs et des plus fidèles amis du haut roi. « Il y a longtemps déjà qu'il devrait être compagnon du roi, » lança Gouidillon avec fougue. « Ne vous souciez pas de votre frère, » lui répondit Kevin avec bienveillance, souriant de l'impétuosité juvénile de l'enfant de Morgane. « Le haut roi l'estime à sa juste valeur et le traite déjà en vrai chevalier. »« Vous connaissez aussi ma mère ?» demanda encore Gouidillon d'une voix hésitante. « Bien sûr, je la connais. Elle est à Camelot l'une des plus belles dames de la cour, et... »« Morgane ? Belle !» l'interrompit ironiquement Morgause. « Voilà une grande nouvelle. Vous voulez dire qu'elle est plus noire qu'un corbeau. » Un vieux proverbe druidique nous rappelle que la véritable beauté est celle de l'âme, rétorqua Kevin imperturbable. Aussi peut-on affirmer sans mentir que Morgane est très belle, dame Morgause. Elle est en tout cas la seule personne à la cour à laquelle j'oserais confier ma harpe, acheva-t-il en caressant amoureusement du bout des doigts l'instrument qu'il avait sorti de sa housse. Ne voulant pas se départir de son rôle d'hôtesse affable, Morgause le pria alors de jouer un instant. Acquiesçant aussitôt, le barde cala sa harpe contre son genou, et une douce musique s'éleva dans la salle, attirant comme par enchantement tous les habitants du château, tant et si bien qu'une heure durant, l'assistance entière écouta, figée dans un silence religieux, les accords poignants de très anciennes mélodies, qui arrachèrent aux plus sensibles des larmes qu'ils ne cherchèrent nullement à contenir. Les dernières notes envolées, chacun étant retourné à ses occupations, Morgause se tourna vers le harpiste. « J'aime votre musique, maître Kevin. Vous nous avez apporté à tous une grande joie. Je suppose néanmoins que vous n'avez pas accompli un si long voyage des rives d'Avalon jusqu'aux terres du Nord, uniquement pour nous ensorceler au son de votre harpe. Dites-moi donc, je vous en prie, le but réel de votre visite inattendue. »« J'aimerais... vraiment inattendue » coupa d'une voix calme la prêtresse. « Vos atours et ce festin contredisent vos paroles. Gageons plutôt qu'on vous avait prévenu de notre arrivée, » poursuivit-elle, lançant un regard plein de sous-entendus en direction du jeune Gouidillon. « Gouidillon, il est vrai, m'a incité à nous préparer à quelque fête, sans pour autant avancer la moindre raison. J'ai cru à un simple caprice d'enfant et ai fait mine de me prêter à son jeu pour ne pas le décevoir, » expliqua Morgause. Préférant sans doute échapper à toute question embarrassante concernant ses dons de voyance, Gouidillon s'était réfugié auprès du barde et caressait avec application les cordes qui semblaient lui répondre dans un léger murmure. « Je n'ai jamais vu une harpe aussi belle », ne cessait-il de répéter. « Et tu n'en verras jamais de semblable dans toute la Grande-Bretagne. Elle m'a été jadis offerte par un roi et ne me quitte plus. Contrairement aux femmes, vois-tu, plus elle vieillit, plus elle est belle. Ainsi, toi aussi, tu aimes la musique. Sais-tu au moins jouer quelque chose ? » « Hélas, je n'ai pas de harpe, » répondit l'enfant avec dépit. « Mais Aran m'a appris à jouer du pipeau en corne d'élan. » L'enfant, sur sa demande, ayant été chercher l'instrument, Kevin l'examina soigneusement, le nettoya avec un pan de son vêtement, souffla à l'intérieur pour en chasser la poussière, puis, l'ayant porté à ses lèvres, en plaçant avec difficulté ses doigts déformés sur la rangée de trous alignés sur la corne, joua un petit air de danse avant de le rendre à son jeune propriétaire. « Je ne suis guère doué pour cet instrument, »
dit-il avec regret. Mes doigts ne sont plus assez agiles. À ton tour maintenant de nous montrer ton talent. Gouidillon mouilla ses lèvres du bout de la langue, porta le pipeau à sa bouche et entama une mélodie aux notes allègres. L'ayant écouté quelques instants, Kevin l'interrompit. « Tu es bien le fils de Morgane. Comme elle, tu es très doué. À t'entendre, on sait tout de suite que tu possèdes les qualités d'un barde. » D'un barde ? Bredouilla Gouidillon, retirant vivement le pipeau de ses lèvres. « Que voulez-vous dire, maître Kevin ? » L'heure venue, tu comprendras, Gouidillon, répondit pour le barde Viviane, de sa voix la plus solennelle. Tu es un druide né, et tu appartiens à 2 lignées royales. Les anciens te lègueront leur enseignement, et tu seras initié à la sagesse secrète d'Avalon. Ainsi pourras-tu un jour porter toi-même la bannière du dragon. Médusé par les mystérieuses paroles qui venaient de lui être adressées, Gouidillon resta quelques instants sans voix. Enfin il balbutia dans un souffle. 2 lignées royales ? Je ne comprends pas. Patience. L'heure viendra où tout s'éclairera pour toi, répondit la vieille prêtresse. Si tu es destiné à devenir druide, il te faut désormais avant tout apprendre à garder le silence et à ne poser des questions qu'à bon escient. Il y a une chose que je vais néanmoins te dire dès maintenant, poursuivit-elle d'une voix caverneuse, semblant sortir des profondeurs de la terre. La mère d'Igerne, la mère de ta mère, était la dame du lac et appartenait à une longue lignée de prêtresses. Dans tes veines, dans celles d'Igerne, dans celles de Morgause, coule le sang du grand Merlin, et plusieurs lignées royales préservées par les druides se trouvent réunies en toi. Mais tu devras t'en montrer digne, car porter en soi un sang royal ne suffit pas à faire un roi. Il faut aussi du courage, beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance. N'oublie jamais que si un trône peut se gagner par la force des armes ou par la ruse, le grand dragon, lui, ne peut se mériter que par la valeur personnelle, dans cette vie et dans celles qui l'ont précédée. Mais c'est là un mystère qui échappe à l'entendement des hommes. Je ne comprends pas, chuchota Gouidillon complètement interloqué. Comment pourrait-il en être autrement ? Continua Viviane d'un ton sans réplique. Les druides eux-mêmes, qui détiennent la sagesse suprême, ont parfois cherché leur vie entière à percer ce mystère. Je ne te demande donc pas de comprendre, mais de m'écouter et d'obéir. À ces mots, Gouidillon jeta à Niniane un regard désemparé, comme s'il attendait de sa part quelque secours ou réconfort. Mais ce fut Morgause qui prit la parole. Ainsi, ma sœur, vous êtes venue me dire que cet enfant, que j'ai entouré de tant de soins depuis le jour de sa naissance, doit maintenant me quitter et vous suivre à Avalon pour y recevoir l'enseignement des druides ? Ainsi avez-vous fait ce long et pénible voyage uniquement pour me faire part de vive voix de votre décision ? Un messager aurait suffi pour me l'apprendre et emmener l'enfant. Je sais depuis toujours que son destin l'appellerait un jour loin des bergers et des pêcheurs du Lothian, et que seule l'île sacrée d'Avalon serait digne de l'accueillir. Mais je sais aussi, et je sens, qu'il y a autre chose, aujourd'hui, par les liens sacrés du sang qui nous unit. Dites-moi tout, je vous en conjure. Comment le pourrais-je, Morgause ? Répliqua la vieille prêtresse, un étrange sourire aux lèvres. Vous vous arrangez toujours pour que le moindre événement tourne à votre avantage ou à celui de vos fils. Gauvin n'est-il pas, à l'heure actuelle, le plus proche du trône royal par le sang, mais aussi grâce à l'affection que lui porte Arthur ? Or, le roi n'a toujours pas de fils de Guenièvre, situation, avouez-le, favorisant au plus haut point vos ambitieux projets. Qui peut savoir si Guenièvre sera éternellement stérile ? Rétorqua Morgause, sans se décontenancer. La stérilité de Guenièvre n'est pas seule en cause, trancha Viviane. Il y a beaucoup plus grave. Elle est devenue la proie, la créature des prêtres, et Arthur, à travers elle, subit leur influence funeste. Qui peut dire avec certitude si le roi a vraiment mis sa foi dans le Dieu des chrétiens, s'il n'agit pas uniquement pour complaire à Guenièvre par amour pour elle, ou par pitié, intervint Kevin avec pondération. Selon vous, un homme qui accepte d'être parjure par complaisance envers une femme, mérite-t-il de régner ? Contre-attaqua Morgause, voulant pousser le barde dans ses derniers retranchements. Répondez-moi, Arthur est-il parjure, oui ou non ?
J'ai entendu dire, il est vrai, que depuis que le Christ et la Vierge Marie lui avaient apporté la victoire à Montbadon, il ne les renierait plus. Il a aussi dit que la bannière du Pendragon était celle de son père, Uther, et non la sienne. » Un long silence suivit ces aveux, arrachés non sans répugnance. Puis, Niniane prit la parole, pour reconnaître elle aussi qu'Arthur n'avait pas le droit d'abandonner le Pendragon. « C'est nous et le peuple d'Avalon qui l'avons placé sur son trône, et il nous doit tout. » Peut-être, après tout, ne faut-il pas attacher trop d'importance aux couleurs et aux symboles d'une bannière, lança sournoisement Morgause. Les soldats ont seulement besoin d'un emblème qui stimule leur ardeur au combat, rien d'autre. Ne parlez pas ainsi toujours à la légère, l'interrompit âprement Viviane. Ce sont leurs rêves, leur âme, leur enthousiasme qu'il nous faut préserver. Sinon, irrémédiablement, nous perdrons le grand combat engagé contre le Christ, et leurs esprits seront à jamais la proie d'une foi fausse et impie. Il faut donc au contraire que le symbole du dragon soit toujours présent à leurs yeux, et que tous, d'une manière inébranlable, soient convaincus que le genre humain, loin de ne s'adonner qu'au péché et à la pénitence, cherche avant tout à se réaliser lui-même. Après avoir volontairement marqué un temps d'arrêt pour que son auditoire puisse se pénétrer de ses paroles, Viviane, reprenant son souffle, poursuivit d'une voix lente et grave. « Quoi qu'il en soit, je vous le dis et je vous le répète, Guenièvre ne donnera pas d'enfant au roi Arthur. Mais il ne se séparera pas d'elle, car la religion chrétienne interdit à un homme de répudier sa femme pour ce seul motif. Dans les Saintes Écritures, on peut lire pourtant qu'un chrétien peut très bien répudier sa femme en cas d'adultère, persifia Morgause. La reine, d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne, n'a pas fait vœu de chasteté. Arthur, on le sait, est souvent au combat, et nul n'ignore que votre fils Lancelot, Viviane, ne la laisse pas indifférente. Guenièvre se montre plus pieuse que la plupart des femmes, intervint Kévin. Pour prouver son infidélité envers Arthur, faudrait-il encore qu'on les surprenne ensemble dans la même couche. Voilà qui ne doit pas être si difficile à arranger, siffla Morgause, feignant le plus grand calme. Trouver quelqu'un, dans l'entourage d'Arthur, qui accepterait de faire éclater le scandale est sûrement un jeu d'enfant. Un scandale, s'il doit survenir, ne peut reposer que sur un fond de vérité, se contenta de répondre Viviane. C'est à cette unique condition que Guenièvre perdrait sa réputation de compagne vertueuse du haut roi. Ne nous lançons pas à la légère dans de fausses accusations. Avalon, d'ailleurs, a juré de toujours respecter la vérité. Une seule chose demeure certaine. Guenièvre est et restera stérile. Quant à l'héritier d'Arthur... Ayant observé à nouveau un très bref silence, la vieille prêtresse tourna les yeux vers Gouidillon, resté coi devant cet affrontement des adultes, et prononça d'une voix altérée par l'émotion ces quelques mots. « Il est là, devant vous. Le voici. C'est lui, le descendant de la lignée royale d'Avalon, le fils du grand dragon. » Morgause retenait sa respiration. Dans un éclair, elle venait brusquement de saisir toute l'étendue, la complexité, l'incroyable audace du dessein de la grande prêtresse, placée sur le trône à la suite de son père, le haut roi, Gouidillon, l'enfant né d'Arthur et de Morgane la Fée, Morgane d'Avalon. Kévin, cependant, s'était péniblement agenouillé devant Gouidillon et murmurait d'une voix aux résonances d'un autre monde. « Mon prince et mon seigneur, noble enfant de la lignée royale d'Avalon, fils vénéré du fils du grand dragon, nous sommes venus à toi pour te prendre et t'emmener sur l'île lointaine et sacrée d'Avalon. Là-bas, une très haute destinée t'appelle. Demain matin, dès l'aube, tiens-toi prêt à nous suivre.